Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette deuxième leçon de ce cours 2025 sur donc, la régulation des gènes du développement par l'entremise de ces séquences enhancer. Avant de reprendre ce cours, je me permets de vous rappeler à certaines et certains d'entre vous qui peut-être n'étaient pas là la semaine passée que le colloque annuel aura lieu le 11 avril. Ce sera un colloque vraiment extrêmement intéressant, assez ardu, avec des gens, colloque en anglais, avec des collègues qui vraiment sont actuellement ceux qui font avancer ce champ de recherche. Donc, ne vous privez pas de cela si vous en avez envie. Voilà, donc la semaine passée, nous avons commencé à discuter de ces séquences enhancer avec une description de ce qu'ils étaient, de comment les détecter, les systèmes de détection, LAC-Z, fluorescence, vous vous en souvenez. Et je vous remontre ici un schéma qui a été publié en 2015 par Walter Schaffner, qui est donc la personne qui a découvert ces séquences enhancer au tout début des années 80, un peu par sérendipité, comme on dit, un peu par hasard en fait, souvenez-vous, en remarquant qu'en laissant dans un plasmide une petite séquence d'un virus SV40, qu'on appelle le repeat, le 72 paires de bases repeat, eh bien il avait une augmentation de la transcription de 200 fois. Alors depuis, beaucoup de ces séquences ont été isolées de génomes eucaryotes. On sait qu'elles n'existent pas simplement chez les virus, mais chez dans tous les génomes du vivant. Et ce schéma est intéressant parce qu'il montre en fait tous les éléments principaux qu'on va retrouver dans la régulation à distance de gènes eucaryotes, à l'exception d'un seul, et je vais vous le montrer. On voit ici donc un gène avec ces séquences vertes qui représentent donc ces séquences enhancer qui sont capables d'activer ce promoteur, et puis parfois des séquences qui ont une fonction inverse, des silencers. Et de façon très importante, en 2015 déjà, vous voyez que Schaffner positionne de part et d'autre de cette unité de transcription des éléments insulateurs. Alors on sait aujourd'hui que ces éléments vont en fait marquer les extrémités de domaines chromatiniens, qui sont des vrais domaines dans l'espace, au sein desquels vont se dérouler ces interactions entre enhancer-promoteur. Ce qui est intéressant dans ce schéma, en fait, c'est ce qui n'est pas montré, et c'est surtout ces flèches trétillées, puisqu'en fait, on voit qu'en 2015, on dit, ben voilà, cette séquence enhancer contacte ce promoteur. Oui, mais comment? Comment? Est-ce que c'est spontané? Est-ce que c'est stochastique? Et on sait aujourd'hui, en fait, que ces contacts sont largement médiés par d'autres séquences, qui sont des sortes de séquences qui vont apporter l'enhancer à proximité du promoteur, et ces séquences ne sont pas indiquées dans ce schéma. C'est un schéma qui a 10 ans. On voit que les choses vont vraiment très vite dans ce domaine. Alors nous en étions arrivés à la définition de piège à enhancer. Vous vous souvenez, on a un peu parlé de la définition de ces séquences enhancer par comparaison de séquences. On avait conclu que ce n'était pas vraiment une méthode extrêmement efficace, et on le verra encore une fois dans quelques minutes. Et j'aimerais vous parler un tout petit peu de cette méthode de piège à enhancer, malgré qu'elle date quand même d'une quarantaine d'années, pour faire le lien avec un type de piège à enhancer, en quelque sorte, qui est alors lui beaucoup plus récent, pour vous montrer en fait la différence d'efficacité, de pouvoir qu'ont apporté les nouvelles technologies. Alors ce piège à enhancer, c'est une technologie qui va être développée suite à une très grande découverte au tout début des années 80, qui est la découverte de la transgenèse chez la mouche par l'entremise d'un élément transposable qui s'appelle l'élément P. C'est quelque chose qui est devenu vraiment une très très grande routine par la suite dans
tout ce qui touchait à la génétique moléculaire et la génétique formelle de la mouche. C'est un élément qui est relativement facile à introduire dans le génome de la mouche. Et l'avantage de la génétique extraordinaire de cet animal, c'est que Jerry Rubin et Alan Spradling, qui ont donc mis au point cette approche, ont injecté cet élément P dans une souche mutante. C'est une souche qui est mutante pour un gène qui s'appelle ROSI. Alors, vous vous souvenez peut-être des cours précédents, qu'en génétique formelle ou même en génétique moléculaire, on a toujours la tendance de nommer des gènes en fonction des phénotypes qu'ils produisent lorsqu'ils sont inactivés. Donc le gène ROSI, ce n'est pas un gène qui donne une couleur rose aux yeux, c'est un gène qui, quand il ne fonctionne pas, donne une couleur rose aux yeux. Alors l'idée, c'est évidemment de rentrer dans cet élément P. Vous voyez ici un gène ROSI de type sauvage, et par conséquent d'injecter cet élément P dans des mouches mutantes. Et donc toutes les mouches qui auront intégré cet élément P pourront être sélectionnées simplement le matin en arrivant en regardant la couleur des yeux. Rouge vif, c'est positif. Si les mouches sont toujours mutantes, c'est qu'il n'y a pas eu d'intégration de l'élément P. Ça, c'est vraiment le système de base. Alors, assez rapidement, après la mise au point de ce système d'éléments P, le laboratoire de Walter Gehring à Bâle a mis au point un système en se disant bien, peut-être on pourrait utiliser ce système de transgenèse qui est tout de même très efficace, puisque l'on peut trier les mouches sur un aspect extérieur, pour essayer d'aller repêcher, d'aller piéger des enhancers. Et l'idée est assez simple. On introduit dans un élément P, donc dans un de ces éléments transposables, le gène ROSI pour pouvoir sélectionner avec un promoteur, peu importe, et puis un gène qui code, un gène LAC-Z qui code pour la bêta-galactosidase, on en a beaucoup discuté la semaine passée, et puis un promoteur ici qui est un promoteur assez faible, qui par lui-même ne va pas donner beaucoup de bêta-galactosidase, de transcrits, et donc il va être relativement inerte. Par contre, si cet élément P atterrit à proximité d'une séquence enhancer de la mouche, cette séquence va donc agir sur ce promoteur et on va avoir du LAC-Z, des ARN LAC-Z produits, donc de la bêta-gal. Donc quand on va faire la réaction enzymatique, on va avoir une coloration bleue. Alors je vous montre un exemple ici, un des tout premiers exemples de l'efficacité de cette technique. C'est une technique qui, dans la publication originale, fonctionne à 70% pour à peu près une cinquantaine de lignées obtenues. Donc sur 50 lignées de mouches triées par le sauvetage de la couleur des yeux, on a 70% de ces lignées qui montrent une coloration LAC-Z. C'est quand même une efficacité relativement élevée. Et ce que vous voyez là, en fait, ces petites bandes sont l'expression de ce gène LAC-Z dans la partie postérieure de chaque segment, de chaque futur segment de la mouche. Vous savez que la mouche a 14 segments, hein, donc les segments abdominaux qu'on voit bien chez les insectes, chez les guêpes par exemple, les couleurs, 3 segments thoraciques, et puis des segments gnataux, etc. Et tous ces segments sont mis en place très tôt pendant le développement, et vous voyez là que le LAC-Z est présent. On voit les bandes, donc il n'est pas présent dans l'intégralité des segments, autrement on aurait une bande de LAC-Z. Il n'est présent que dans les parties postérieures de chaque segment. Ça veut donc dire que cet élément P a dû atterrir à proximité d'une séquence enhancer qui régule un gène qui fonctionne dans la partie postérieure de ces segments. Alors il y a eu des tas de variations de cette approche. Par exemple, lorsque cet élément P atterrit au milieu d'un gène, dans ce cas-là, on peut directement repêcher l'activité de ce gène. Et puis, comme ce fut le cas un certain nombre de fois, eh bien,
technologie a été un peu améliorée en plaçant un site accepteur d'épissage, ici, SA, de part et d'autre de cet élément P. Donc si cette construction atterrit au milieu d'un gène, d'une unité de transcription, ce qui est, une toute petite parenthèse, ce qui est relativement souvent le cas, car il y a un biais en faveur de l'atterrissage de ces transposons dans des régions qui sont relativement actives, ouvertes, qui sont permissives. Donc on a un biais d'intégration dans ces séquences-là. Eh bien, on voit que l'épissage de ce gène va reconnaître ce site et va donc inclure cette partie dans son ARN, ce qui fait que non seulement on aura une distribution de l'AXZ spécifique, mais on pourra directement, en séquence, remonter à l'identité du gène dans lequel cet élément P s'est intégré. Voilà, ça c'est un peu de l'histoire. J'aimerais maintenant vous présenter une technologie alors, qui est encore utilisée aujourd'hui, bien que, c'est une technologie qui a 10 ans déjà, et qui utilise en fait les mêmes concepts généraux que ce piège à enhancer, qui est une technologie développée par un collègue Alexander Stark à Vienne et qui s'appelle StarSeq. Et il s'agit d'une méthode, là encore chez la mouche, pour tester l'activité enhancer potentielle de millions de séquences en même temps. Donc l'idée est la suivante. Vous avez un génome ou un morceau de génome, un bac, un grand morceau de 100 kilobases, 200 kilobases, et vous souhaitez savoir si ce génome, ce bac, contient des éléments avec des activités potentielles enhancer. Alors ce que l'on va faire, c'est fragmenter cet ADN, fragmenter ce génome en tout petits morceaux, marquer ces petits morceaux de part et d'autre, avec des primers, des linkers, des séquences d'ADN qui vont par la suite nous permettre d'amplifier, de faire différentes choses. Donc ça, on sait très bien le faire, des deux côtés. Et ensuite, intégrer tous ces fragments dans un plasmide pour créer une librairie. Et on intègre ces fragments, que vous voyez là, c'est tous ces différents fragments, dans la partie 3' UTR d'un gène. Et c'est là où se trouve le truc, c'est là où se trouve l'intérêt de cette technologie, c'est qu'on va introduire des séquences enhancer potentielles dans une partie transcrite d'un gène, mais en 3' pour ne pas gêner la transcription du gène. Donc à la fin de la transcription. Ce gène, il contient des introns, un promoteur, qui est un promoteur relativement faible, encore une fois. Et donc, si une séquence enhancer est introduite dans cette partie-là, elle va activer la transcription de ce gène. Ce gène étant activé, il va transcrire l'enhancer qui l'active. Donc on va créer une boucle d'autotranscription. Autrement dit, les séquences qui ont un potentiel enhancer vont être présentes massivement puisqu'elles vont s'autotranscrire. Les séquences qui n'ont pas de potentiel enhancer, eh bien, on va les oublier, elles ne seront pas représentées. Ensuite, on peut prendre cette librairie, la transfecter dans des cellules, on va extraire l'ARN, on va fabriquer de l'ADN à partir de l'ARN, l'ADN complémentaire, on va amplifier cet ARN complémentaire pour en avoir suffisamment pour aller l'aligner sur le génome de référence. Par exemple, vous avez un morceau de drosophile, bien vous l'alignez sur le génome de la drosophile. Vous avez 3 bacs humains, vous allez l'aligner sur le génome humain. Et puis, vous allez obtenir ce que vous voyez en bas. Pour cette séquence particulière, vous allez avoir beaucoup de reads, beaucoup de lectures. Pour cette séquence particulière, vous n'en aurez pas. Ici, vous aurez beaucoup de reads, etc.
l'intérêt de cette approche, dans laquelle donc l'enhancer est autotranscrit, c'est qu'on introduit un côté quantitatif. Si l'enhancer est très fort, il va stimuler le gène très fortement, donc on va avoir beaucoup d'ARN, donc on va faire beaucoup d'ADN complémentaires, donc à la fin, quand vous allez mapper, cartographier cet ADN complémentaire sur le génome, vous allez avoir beaucoup de rides, un grand pic. D'accord ? Si l'enhancer est moyen, pas très fort, eh bien il va activer la transcription de ce gène de façon moyenne, on va avoir une quantité d'ARN moyenne, et à la fin, on va avoir une représentation du nombre de rides moyen. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est une approche qui est relativement sans biais au départ. Hein, c'est vraiment à haut débit, on prend l'ensemble d'un génome. Une approche relativement exhaustive, et surtout, on introduit un paramètre quantitatif, ce qui est extrêmement compliqué quand on travaille avec le LAC-Z. Je vous ai montré la semaine passée, le LAC-Z, c'est quelque chose qui produit des cristaux colorés, ça va saturer très rapidement le tissu. La fluorescence, tous les gens qui travaillent avec la fluorescence savent que c'est compliqué de quantifier de la fluorescence, parce que ce n'est pas quelque chose qui est totalement linéaire. Là, par contre, on a une façon de quantifier l'activité d'un enhancer. Alors évidemment, comme d'habitude, il y a un certain nombre de désavantages, je dirais de problèmes. Premièrement, cet aspect quantitatif, on l'observe dans ce système hétérogène. Alors on estime que ces différences quantitatives vont également être observées dans le système natif de ces enhancers, mais ce n'est pas du tout sûr. Peut-être qu'un enhancer qui est relativement faible dans son vrai contexte va trouver un contexte dans cette situation ici qui est très hétérogène, un contexte dans lequel il va travailler de façon beaucoup plus efficace. Mais en gros, on peut introduire un côté quantitatif. Le vrai problème de cette approche, c'est évidemment qu'à cette étape-là, on est obligé de choisir un type cellulaire. Donc ces enhancers ne vont fonctionner que dans un contexte particulier. On pourrait décider d'utiliser 40, 50, une centaine de types cellulaires et de faire ça n'a pas été fait. C'est énormément de travail. Donc ce qu'on obtient avec cette approche, c'est une collection de séquences enhancers avec des activités quantitatives différentes dans ce type cellulaire. Dans ce type cellulaire. Ça veut certainement dire qu'on rate beaucoup de séquences enhancers qui fonctionneraient ailleurs, dans un autre type cellulaire, mais pas dans celui-ci. Alors, pour pallier ces problèmes, évidemment, actuellement, la méthode de choix pour isoler et pour caractériser des enhancers, ce sont des approches épigénétiques qui sont plus complètes et dont je vais vous parler dans quelques minutes. Mais auparavant, j'aimerais encore dire un mot concernant ces systèmes de détection et en particulier les problèmes qui sont rencontrés lorsque l'on s'intéresse aux enhancers chez les mammifères. Et aujourd'hui, je dois vous dire que c'est vraiment la majorité des travaux qui se font dans ce domaine se font chez les mammifères avec l'espoir de pouvoir transférer ces connaissances à la situation humaine, puisque, comme nous le verrons un tout petit peu plus tard, il y a de plus en plus d'états pathologiques qui sont dus non pas au mauvais fonctionnement des gènes, mais au mauvais fonctionnement de leur régulation. On a même un mot maintenant pour qualifier ces états, on parle d'enhanceropathie. Et donc c'est vrai qu'il y a une sorte de vague maintenant qui se dirige vers la caractérisation et l'étude de ces enhancers dans les contextes humains.
Alors pour tester la fonctionnalité d'une séquence chez les mammifères, il reste la souris bien entendu, et la transgenèse. C'est une approche qui est une approche relativement de routine, je dois dire aujourd'hui. C'est à la fois extrêmement simple et extrêmement compliqué. C'est simple dans l'expérience, en fait. Je vous montre ici une photo que vous avez sans doute déjà vue, où on a une micropipette qui va injecter directement de l'ADN dans ce pronoyau du zygote, de cet œuf fécondé. C'est une opération qui est coûteuse, qui logistiquement est importante, qui doit se faire sur des plateformes. C'est extrêmement compliqué d'avoir des laboratoires particuliers qui mettent en œuvre ces technologies. La législation devient de plus en plus compliquée. Et il y a évidemment deux limitations qui sont très importantes lorsque l'on fait ce genre d'approche. La première, c'est le choix du site dans lequel les transgènes vont s'intégrer. C'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple avec l'utilisation des outils CRISPR, mais dans la plupart des cas, on a des choix qui sont totalement aléatoires. On ne sait pas où ces transgènes vont s'intégrer. Et puis le deuxième problème est le nombre de transgènes. Si l'on n'utilise pas des nouvelles technologies de recombinaison, on va avoir peut-être une dizaine, une centaine, voire un millier de copies de ces transgènes qui vont s'intégrer dans le génome. Évidemment, ça peut porter à conséquence lorsque l'on regarde la spécificité, la quantité, etc. Et donc, depuis, je dirais, une douzaine d'années, se sont développées toute une série de nouvelles approches qui utilisent des cellules souches. Alors, les cellules souches, je ne vais pas vous en reparler, j'en ai parlé l'année passée, c'est l'objet du cours de l'année passée. Mais les cellules souches permettent en fait d'inverser la logique de l'expérience, c'est-à-dire plutôt que de produire énormément de lignées de souris par injection et de sélectionner la bonne, on peut produire énormément de cellules, sélectionner la bonne et ensuite passer à l'état de souris. Donc c'est le travail qui est remonté en amont, en fait, où les technologies aujourd'hui nous permettent, avant de passer en souris, de sélectionner vraiment quelle est la bonne cellule pour le faire. Alors, il y a actuellement, je dirais, deux aéroports principaux qui sont utilisés dans ces cellules ES. Un qui a été en particulier développé chez la souris depuis un certain nombre d'années, puis un nouveau qui a été développé pour les cellules humaines assez récemment, et qui permettent en fait de systématiquement intégrer un transgène, un enhancer, peu importe, au même locus, au même endroit, en même quantité. Et ça, évidemment, c'est très appréciable parce que lorsque vous voulez comparer deux séquences différentes, deux enhancers différents, vous ne pouvez pas vous permettre de les mettre n'importe où dans le génome. Il faut avoir des aéroports précis dans lesquels vous allez intégrer ces constructions. Alors le premier, c'est un système assez historique, je dois dire, qui remonte carrément aux années 70, les grandes années de la génétique des cellules somatiques, en fait. Et c'est un locus qui code pour un gène qui s'appelle le gène HPRT, de l'hypoxanthine phosphorybosyltransférase. C'est un système qui est assez compliqué, mais je vous en donne vraiment les bases. Lorsque vous donnez de l'aminoptérine, c'est une drogue, à des cellules, cela va inhiber la synthèse d'ADN, et donc ces cellules vont mourir. Toutefois, il y a une façon de sauver ces cellules si on rajoute de la thymidine et de l'hypoxanthine, parce que l'enzyme HPRT, donc cette enzyme dont je viens de vous parler,
est capable d'utiliser ces molécules pour faire une sorte de sauvetage de pathway et en fait, de sauver la cellule en pouvant refabriquer de l'ADN. Si vous utilisez des cellules ES qui sont mutantes pour ce gène HPRT, vous voyez ici, dans lesquelles on a délété les 3 premiers exons de ce gène HPRT. Donc ces cellules, quand vous leur donnez de l'aminoptérine, elles meurent évidemment, mais quand vous leur donnez de l'aminoptérine, de la thymine et de l'hypoxanthine, elles meurent également, puisque l'enzyme de sauvetage n'est pas là. D'accord? C'est ça la base de la sélection de ce locus. Et donc ce qu'on va faire quand on a un transgène, on va introduire à côté de ce transgène les 3 exons manquants, ici, les 3 exons manquants de ce gène HPRT, avec des bras d'homologie, donc des séquences similaires à cette partie du génome, et on va recombiner cette construction qui, dans un nombre de cas très élevé, va aller recombiner où elle doit recombiner, c'est-à-dire au locus HPRT. En recombinant, on va remettre les 3 exons qui manquent au gène HPRT. D'accord? Donc, si le transgène s'intègre au bon endroit, les cellules pourront être sauvées lorsque l'on va leur mettre de l'aminoptérine, de la thymine et de l'hypoxanthine. D'accord? Parce que cette fois, le gène HPRT aura été complété par ces 3 exons, donc peut fonctionner, donc peut produire de l'enzyme, donc peut sauver la cellule. Alors pourquoi ce système très compliqué? Eh bien parce que, imaginez, si vous avez 1 million de cellules et que vous avez une efficacité qui est très basse pour introduire votre transgène dans ce locus, 1%, 0,1%, 0,01%, peu importe, puisque lorsque vous allez mettre vos drogues, toutes les cellules vont mourir, sauf celles qui auront bien recombiné à ce locus, puisque seules ces cellules vont pouvoir produire de l'enzyme HPRT. C'est un petit truc qui n'est pas facile à comprendre, mais en fait, qui est assez logique. On fragilise des cellules, on les fait mourir en donnant une drogue, et en fait, on défragilise les cellules, on répare ces cellules en mettant le transgène à côté. Et donc, on a maintenant une sorte d'aéroport où les transgènes peuvent être introduits en copie unique. Je vais vous montrer un exemple d'utilisation de cette technologie, qui est un des premiers exemples, en fait, qui a utilisé ce locus HPRT pour une analyse d'enhancer à haut débit. Pas simplement pour y mettre un enhancer particulier avec une fluorescence ou un lac Z pour voir ce qui se passait, mais pour faire un criblage à haut débit. C'est une publication par Diane Dickel du laboratoire de Len Pennacchio et d'Axel Wiesel en 2014. Et l'idée, c'était de disposer d'un BAC, d'un chromosome artificiel bactérien. Alors, ce n'est pas un chromosome bactérien, hein, c'est un chromosome artificiel humain, souris, qui pousse en bactérie. Donc c'est un grand morceau d'ADN, 100 kb, 2 kb. La question, c'est qu'on sait que dans ce morceau d'ADN, on a des enhancers qui sont importants pour ça, ou dans ce cas particulier, pour la morphogenèse du cœur. Et on aimerait savoir où ils sont. Et donc ce que ces auteurs vont faire, c'est fragmenter cet ADN, comme je vous ai montré tout à l'heure, et le cloner en amont de ce gène reporter avec une protéine fluorescente. Donc, dans les faits, on va prendre un
plasmide avec une fluorescence en jaune, ici. Et puis en amont de cette fluorescence, on va cloner tous ces fragments produits à partir d'un bac. Alors il y en a évidemment beaucoup moins que dans le cas précédent, puisque dans le cas précédent, on partait d'un génome entier, donc de plusieurs, des centaines de mégabases. Là, on part d'un bac, donc d'une centaine de kilobases. En bleu, vous voyez ici des séquences qui n'ont pas d'activité enhancer. Ce sera la majorité, évidemment, puisqu'on va cloner ça de façon totalement aléatoire. On aura toutes les configurations possibles. Et puis ici, en bleu foncé, une séquence qui a une capacité enhancer. Tous ces plasmides vont être rentrés dans ce locus HPRT, parce que ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'ils ont, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les 3 premiers exons du gène HPRT, etc., etc. Et donc, ils vont tous être transfectés dans des cellules, et chaque cellule va recombiner, pas chaque cellule, mais une proportion assez élevée de chaque cellule, va recombiner un de ces plasmides au locus HPRT. Ce ne sera pas le même, on va avoir toute une collection de dizaines, de centaines, de milliers de différentes cellules, toutes ayant une configuration différente. D'accord ? Ensuite, on va traiter avec ce système de sélection. Donc on va avoir une quantité, des populations de cellules qui toutes ont une construction, on le sait, puisqu'elles peuvent résister à la drogue, à l'aminoptérine qu'on met dans le milieu. Et la question qu'on va se poser, c'est lesquelles vont produire de la fluorescence lorsque l'on va différencier ces cellules en cardiomyocytes. Parce qu'évidemment, si on cherche des enhancers cardiaques dans des cellules ES, on ne va rien voir. Parce que la voie de différenciation cardiaque, elle n'est pas activée. Donc ce que ces auteurs vont faire, c'est faire cette collection, cette librairie de cellules ES, tout ayant une copie d'un plasmide contenant un enhancer ou pas, mais un morceau d'ADN, et puis on va faire une différenciation in vitro en cardiomyocytes. Une proportion de ces cellules vont rentrer en fluorescence, vont produire de la fluorescence. Ce seront les quelques cellules, les quelques clones de cellules qui auront intégré un enhancer qui s'allume lorsque l'on rentre dans la voie de différenciation des cardiomyocytes. Donc c'est ce qu'on cherche. Alors ce que vont faire, c'est simplement, encore une fois, une approche à haut débit, donc de trier ces cellules avec un trieur de cellules basé sur la fluorescence. Donc c'est une machine qui va rentrer toutes les cellules et qui va les trier selon qu'elles ont de la fluorescence ou pas. Et puis il va finir avec une collection de cellules qui toutes montrent de la fluorescence. À partir de là, on peut prendre ces cellules ensemble, amplifier l'ADN par des petits primers qu'on aura mis au départ, aligner cet ADN sur le génome, et on va avoir la position sur ce bac des séquences qui sont capables d'activer dans la voie de différenciation cardiaque. Je vous montre ici le résultat. Vous voyez là, ce que vous voyez, c'est un morceau d'ADN, un bac, et là, vous voyez 2 gènes qui, en fait, sont très importants. Ils codent pour des chaînes de myosine cardiaque, en fait, donc des protéines très importantes pour le fonctionnement du cœur. Vous voyez que si vous faites cette expérience dans les cellules ES, eh bien, ça c'est un promoteur, vous allez avoir il n'y aura pas de signal. Par contre, lorsque vous différenciez en cardiomyocytes, vous triez les cellules, vous prenez les cellules qui ont de la fluorescence, vous séquencez les morceaux d'ADN qui sont responsables de cette fluorescence, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a ici
deux signaux. Alors ces barres rouges verticales que vous voyez, en fait, c'est simplement un nombre de reads, un nombre de séquences d'ADN. Plus la barre est élevée, plus il y a de séquences d'ADN qui ont été lues, qui correspondent à cet endroit. Hein? Donc là encore, il y a un côté qualitatif. Ça veut dire en fait, ce n'est pas exactement ça, mais en fait, ça veut dire que cette séquence à droite est un peu moins puissante dans sa capacité enhancer que cette séquence à gauche. Alors pourquoi on définit ça comme des enhancers? Eh bien, vous voyez que ça ne correspond pas à des parties codantes, ça ne correspond pas à des promoteurs, ce sont vraiment des séquences qui sont relativement proches en fait, de ces deux gènes, ce qui n'est pas souvent le cas, on le verra à la suite de ce cours. Donc ces deux séquences sont suspectées d'être des séquences enhancers, et donc ce qui est décidé, c'est de passer à un système qui est plus directif, donc qui n'est plus à haut débit cette fois, mais un système de vérification. Donc ces auteurs vont prendre cette petite séquence-là, la cloner dans un gène reporter classique dont on a discuté la semaine passée, et vous voyez qu'il y a cette expression de l'ACZ qui est magnifique pendant le développement du cœur, dans les deux cas, ici et ici, avec, c'est important, vous le voyez sur le bas ici, une pénétrance du résultat qui est assez élevée. Hein, c'est toujours important de savoir, d'être sûr que ce n'est pas un cas sur 32. Non, là on est vraiment à 9 embryons sur 9. Et là à 11 embryons sur 14. Donc c'est vraiment une bonne fréquence. Ce sont effectivement des enhancers pour ces deux gènes de myosine, les chaînes de myosine 6 et 7. Dans ce cas précis, comme je le disais, ces enhancers sont relativement proches de ces deux gènes. La distance entre un enhancer et son gène cible reste aujourd'hui vraiment une des questions non résolues et une des questions principales dans ce domaine. On a en effet toutes sortes de configurations avec des locus qui ont des enhancers relativement proches du promoteur, des locus qui ont des enhancers extrêmement éloignés du promoteur, ça peut aller jusqu'à 1 mégabase. Vous vous souvenez sans doute du locus de Sonic Hedgehog qu'on a discuté à quelques reprises et sur lequel je reviendrai plus tard. On ne comprend pas pourquoi ces situations-là ont été sélectionnées, dans le sens où on ne peut pas faire d'association entre des distances particulières et des organisations chromatiniennes particulières. On ne peut pas, en regardant un locus, conclure ce locus doit avoir des enhancers très éloignés ou ce locus doit avoir des enhancers très proches. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Alors l'autre aéroport, très brièvement, qui fait appel à une technologie un peu plus récente, c'est un aéroport qui a été développé dans un locus qui s'appelle le locus H11, à l'origine chez les humains, dans les cellules humaines. Et vous voyez ici la définition de la raison pour laquelle ces auteurs ont choisi ce locus. Ils disent nous avons identifié un nouveau locus qui est sûr, safe, qui est intergénique, où pas grand-chose se passe, mais c'est actif transcriptionnellement. C'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire une région du génome où il n'y a pas de partie codante, il n'y a pas de gène, mais il y a des gènes de part et d'autre, donc on sait que la région est relativement susceptible d'être active, ce n'est pas quelque chose qui est très compacté, donc on choisit cet endroit-là pour rentrer un transgène. Alors ce transgène est rentré par un système qui est un tout petit peu plus compliqué peut-être à mettre en œuvre, mais qui est extrêmement précis et extrêmement efficace, qui est un système, vous voyez là, qui fait appel à des intégrases. Alors les intégrases, ce sont des protéines qui reconnaissent des sites d'ADN et qui sont capables d'échanger ces sites, donc de faire une intégration. Alors c'est
ça a l'air compliqué, en fait, c'est relativement simple. Vous voyez ici un plasmide qui a une fluorescence et qui, en amont de la fluorescence, a un gène qui permet de résister à des traitements antibiotiques. C'est très classique lorsque l'on bricole des cellules. Pour pouvoir les sélectionner, on va introduire un gène qui, quand on traite ces cellules avec un antibiotique, va faire que ces cellules vont résister. Donc c'est un peu le même principe fondamental de ce que je vous disais tout à l'heure avec le système HAT. Et on va introduire ce plasmide par recombinaison homologue. Et ce plasmide, dans ce locus H11, ce plasmide contient, vous le voyez sur la droite et sur la gauche, des sites qui sont des sites ATP, qui sont des sites qui sont reconnus par 2 recombinases différentes. Ces recombinases, c'est la recombinase FIC31 et BXB1, peu importe finalement. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous mettez, une fois que vous avez cette cellule ES avec votre... Ça, c'est l'aéroport, donc c'est le point de chute, c'est l'aéroport. Ces cellules vont être résistantes à la néomycine et vont exprimer de la GFP. Donc vous pouvez les voir, elles sont résistantes, elles expriment de la GFP. Maintenant, vous rentrez dans ces cellules une construction, une cassette qu'on va appeler une cassette donneur, dans laquelle vous avez quelque chose qui vous intéresse, un enhancer, un gène, peu importe, que vous voulez introduire à cet endroit-là, avec une fluorescence qui, cette fois, est une fluorescence rouge. Et puis, vous allez mettre aussi une résistance à la puromycine. Si vous rentrez cette construction dans les cellules et que vous y mettez les 2 intégrases des protéines, eh bien, il va simplement y avoir un échange aux sites d'intégration ATP qui vont, comme il va y avoir un échange, ces sites vont changer de séquence, en fait, et on va avoir des sites qui seront ATR et ATL. Ces sites-là ne sont plus reconnus par ces recombinases puisqu'ils ont recombiné. Donc les séquences ont changé. Donc en fait, c'est assez simple. Vous avez une culture de cellules qui est jaune et qui résiste à la néomycine. Vous introduisez cette cassette avec les intégrases et vous sélectionnez pour des cellules qui sont rouges et qui résistent à la puromycine. Vous voyez que c'est un système qui demande un peu de travail en amont, mais une fois que vous l'avez établi, une fois que vous avez votre lignée, votre aéroport ici, eh bien, chaque fois que vous voulez introduire quelque chose dans le génome, il suffit de le cloner dans cette cassette, là, d'introduire les intégrases, et puis vous recombinez vous intégrez votre cassette. Alors ça, c'est évidemment une technologie qui est proche de 100%. Les intégrases sont des protéines qui travaillent de façon extrêmement efficace. Et c'est une procédure qui est moins agressive que celle que je vous ai décrite auparavant, puisqu'il faut quand même réaliser que l'aminoptérine, c'est une drogue qui est extrêmement dure, et bien que vous sauviez la cellule, etc., le système HAT, c'est quand même un système qui est relativement costaud pour la cellule. Et peut-être, si on peut l'éviter, c'est peut-être mieux. Aujourd'hui, je dois vous dire que ce locus H11, qui semble être très accessible à des transgènes, est utilisé même sans utiliser ce système d'intégrase. Simplement par recombinaison homologue, autrement dit, on prend un transgène, on y met de chaque côté des séquences qui ressemblent à ces séquences du locus H11, et on fait de la recombinaison homologue en introduisant un facteur de sélection. En fait, lorsque l'on fait ça, vous voyez qu'on a pratiquement entre 5 et 20% de succès. Alors, vous allez dire, c'est pas beaucoup, oui, mais dans des cellules, c'est beaucoup. Si vous avez 20% de vos cellules ES, alors que vous avez des millions de cellules ES en culture, c'est largement suffisant pour aller sélectionner la configuration qui vous intéresse.
Bon, dans les deux cas, on finit avec des cellules ES et on a besoin de remettre ces cellules ES dans un contexte fonctionnel pour savoir si nos enhancers fonctionnent ou pas. Et ce n'est pas très simple. Alors, il y a beaucoup de routes différentes qui ont été utilisées depuis une quarantaine d'années, je dirais. Il y a en gros deux façons de voir le problème. On peut soit essayer de remettre ces cellules ES dans des systèmes ex-utéro, ou carrément d'utiliser ces cellules ES pour aller dans des systèmes in-utéro. Alors les systèmes ex-utéro, c'est évidemment les systèmes les plus simples. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la différenciation en cardiomyocytes. C'est dans une boîte de pétri. On pipette quelque chose, on pipette des cytokines, on va faire un peu de muscle, on va faire un peu de nerfs, on va faire un peu et puis on peut voir si les enhancers s'allument ou ne s'allument pas. Ça, c'est donc vraiment le système le plus simple d'une configuration en 2D. Ensuite, il y a l'utilisation de ces cellules souches pour fabriquer des organoïdes. C'est le niveau un peu supérieur. On va passer en 3D ou en 4D. On va par exemple produire un mini-cerveau. Il faut quand même 8-9 mois pour le faire. Et puis regarder dans quelle partie de ce mini-cerveau ces enhancers vont s'activer, etc., etc. Des organoïdes intestinaux, qui sont beaucoup plus rapides, pour voir si tel enhancer va s'allumer dans telle cellule de Paneth ou des cellules, etc. Bon. Ensuite, il y a tout ce système de pseudo-embryons, qui a fait l'objet de mon cours de l'année passée, où l'on peut utiliser ces cellules ES pour produire des sortes d'ersatz, des sortes d'embryoïdes, de structures qui ressemblent beaucoup à des structures embryonnaires. Et donc d'utiliser ces structures comme proxy pour voir si ces enhancers vont s'allumer dans les cellules précurseurs du foie, etc. Alors ça représente beaucoup de difficultés parce que ces systèmes, ils ont leurs limites. Je ne vais pas en rediscuter cette année. On ne peut pas aller très très loin dans la différenciation, mais je pense que ce sont des choses qui vont s'améliorer avec le temps. Et puis d'un autre côté, alors on peut utiliser ces cellules ES pour fabriquer littéralement une souris. Alors je sais que c'est compliqué, ce n'est pas hyper simple à comprendre comment à partir d'une cellule ES, comment à partir d'une culture de cellules, on peut produire un animal qui a le même génotype. Et en fait, il y a essentiellement trois façons d'y arriver. Il y a une façon qui est maintenant moins utilisée, peu utilisée, qui était la façon originale. Vous avez ici le développement d'un embryon de souris, 2 cellules, 4 cellules, et puis ce blastocyste-là. À ce stade, vous vous en souvenez, les cellules ES sont en fait des cellules qui dérivent de l'épiblaste. Donc ce sont des cellules équivalentes aux cellules qui sont là, ces cellules noires-là. D'accord ? Ces cellules-là que vous voyez ici. C'est ces cellules-là qui, quand vous mettez cet embryon en culture, vont donner des cellules ES. Alors, vous comprenez, en regardant cette image, en fait, que ces cellules ES sont incapables de produire les parties non embryonnaires de l'embryon, les annexes embryonnaires. Pourquoi elles sont incapables ? Parce qu'elles résultent déjà d'une différenciation entre, d'un côté, les cellules qui vont s'implanter, le trophoblaste, et de l'autre côté, les cellules ES. Donc ces cellules ES ne peuvent pas refaire du trophoblaste. C'est les cellules d'avant qui ont fait du trophoblaste ou des cellules ES. C'est important pour ce que j'aimerais vous dire dans une minute. Donc, ces cellules, si on pose des cellules ES avec une pipette d'injection à proximité de ces cellules de l'épiblaste, ce sont des cellules qui se ressemblent beaucoup. Donc, ces cellules vertes vont s'intégrer dans cet épiblaste et la souris qui va résulter de cette injection va être une souris qu'on appelle
chimérique ou allophénique, c'est-à-dire une souris qui est faite de cellules de deux génotypes différents. Vous allez avoir des cellules de l'embryon que vous avez injecté, et puis des cellules que vous avez rajoutées à ces cellules d'embryon. Ici, elles sont indiquées en rouge. Vous voyez, injection des cellules rouges. Là, vous allez produire des embryons qui vont être chimériques, c'est-à-dire qui vont avoir la moitié de la peau rouge, mélanocytes, etc. Donc ce ne sont pas des souris hétérozygotes, il faut bien faire attention. Ce sont des souris qui ont 4 parents, en fait. C'est un mélange de cellules. L'embryon mammifère est un embryon de type régulatif. Il est parfaitement capable, même si vous remplissez le blastocyste de cellules S, si vous en mettez 40, cet embryon est parfaitement capable de réguler sa taille et vous allez avoir un souriceau normal qui va être fait de 2 types cellulaires. Si vous mettez beaucoup de cellules ES, vous augmentez la chance d'avoir une souris chimérique avec une grande participation des cellules ES, parce que ce que vous voulez, c'est que ces cellules ES participent à la formation de la lignée germinale. Donc quand vous allez croiser cette souris, si vous avez des spermatozoïdes ou des ovules qui vont dériver des cellules ES que vous avez injectées, vous allez produire une souris qui aura le génotype de ces cellules ES. Alors évidemment, c'est une technique qui a été très puissante pendant plusieurs années, mais qui, il faut tout de même le reconnaître, est très compliquée d'utilisation. Il faut vraiment avoir des gens extrêmement compétents pour aller injecter ces cellules, enfin, bref. Alors, cette technique a une variante qui est plus simple dans son application et qui consiste à simplement coller ces cellules plutôt que d'aller les injecter. Alors, ce qui se passe ici, c'est de remonter au stade qui est un peu avant. On n'est plus dans le stade blastocyste, on est dans le stade morula, donc juste avant qu'il y ait cette cavitation et que les cellules commencent à se différencier. On est dans ce stade blastula. Et si on colle un embryon, une blastula normale, avec un agrégat de cellules ES, eh bien, ces cellules vont se mélanger, parce qu'elles se ressemblent encore, passablement. Ces cellules vont se mélanger, et on va obtenir des chimères. Vous voyez ici, ce magnifique animal qui est chimérique, et on voit ici, par la présence de mélanine, on voit ici qu'il y a 2 types de cellules différentes. Alors c'est une petite parenthèse pour ceux d'entre vous qui s'intéressent vraiment à l'embryologie. On voit ici que ces raies sont toujours des raies qui sont latérales, sont des raies qui partent de la partie dorsale et qui descendent le long du flanc. On n'a évidemment jamais de raies qui partent de la partie antérieure vers la partie postérieure, parce que les mélanocytes dérivent de la crête neurale, des cellules de la crête neurale, qui migrent de la partie dorsale vers la partie ventrale. Et c'est en fait en grande partie grâce à ces expériences d'agrégation dans les années 60-70 qu'on a pu tirer cette conclusion, en fait. Et aussi calculer le nombre de cellules de la crête neurale souches qui sont à l'origine des mélanocytes. Reste encore à croiser évidemment ces souris, à espérer qu'on va avoir des contributions dans la lignée germinale. Ça prend beaucoup de temps, c'est cher, c'est difficile. Et c'est pour cette raison que récemment, une nouvelle technologie a été mise au point et commence à être utilisée dans des laboratoires différents. Et cette technologie consiste en fait à utiliser des embryons tétraploïdes. Alors on sait comment produire des embryons tétraploïdes depuis, encore une fois, les années 70. Il y a différentes façons, en fait, d'avoir une karyokinèse sans avoir de cytokinèse dans l'embryon, c'est-à-dire d'avoir une réplication de l'ADN, mais de ne pas avoir une division cellulaire. Il y a plusieurs façons de faire ça.
artificiellement. Et donc on va obtenir des embryons qui sont 4N, qui sont polyploïdes. Ces embryons polyploïdes sont absolument incapables de se développer en embryon. Par contre, ils sont capables de produire les dérivés extra-embryonnaires. Ce n'est pas étonnant puisque, souvenez-vous, le trophoblaste, toutes ces cellules qui produisent une partie du placenta, etc., sont très hautement polyploïdes. C'est des cellules qui sont complètement folles, qui ont plusieurs multinucléés, etc. Et donc, lorsque vous prenez un embryon qui est 4N, tétraploïde, et que vous agrégez cet embryon avec des cellules ES, eh bien, seules les cellules ES vont pouvoir faire l'embryon. En fait, elles vont s'appuyer sur ces cellules tétraploïdes en leur disant « vous faites les annexes embryonnaires », et ces cellules n'étant pas capables de faire de l'embryon, tout l'embryon va dériver des cellules souches. Alors, c'est une approche qui est plus simple. Le travail sur la souris ne va demander que la réinsertion des embryons dans une mère porteuse. On peut aussi arrêter la gestation à des stades fœtaux différents, donc c'est relativement rapide, relativement simple et relativement informatif. Donc c'est une technologie qui aujourd'hui est mise en œuvre dans plusieurs laboratoires, et je voulais vous en montrer un exemple qui est un exemple alors qui va nous ouvrir la porte à quelque chose de supplémentaire. C'est un exemple qui vient du laboratoire de Guillaume André à Genève et qui n'est pas encore publié, et qui concerne ces fameuses trajectoires de régulation dont je vous parlais la semaine passée. Parce qu'en effet, j'ai introduit le cours en vous disant que beaucoup de gènes, en particulier pendant le développement, passaient au travers d'une trajectoire de régulation, c'est-à-dire un état non actif, poised, un état prêt à être activé mais pas, à une activation, ensuite à une période de maintenance, et ensuite à un decommissioning, donc à un arrêt de l'activité et une répression de l'activité pour la transcription. Mais ça implique que pour la séquence enhancer ou les séquences enhancer qui vont contrôler ces trajectoires de régulation, ça implique en fait les mêmes étapes. Une étape où l'enhancer doit être poised, une étape où l'enhancer doit être activé, maintenu, désactivé, réprimé. On peut illustrer ça de la façon suivante. Vous avez ici l'enhancer qui est poised. Ce que vous voyez là, c'est la quantité de transcrit, la quantité d'ARN. On va avoir maintenant des cellules qui vont activer, dans cet enhancer va être activé. On va augmenter la quantité d'ARN. On va atteindre un plateau ici où il va y avoir une maintenance, c'est-à-dire une sorte de vol stationnaire. On va produire au même niveau. Et puis arrivé à un moment, dans certaines cellules, on va arrêter l'activité de l'enhancer, ici, alors que ça va continuer là. Et puis on va ensuite rentrer dans un mécanisme de répression pour être sûr que l'enhancer ne va pas se réactiver. Et on est ici. Alors, il y a évidemment d'autres voies. Ici, il reste poised, il va être réprimé. En fait, ça ressemble passablement à ce que je vous montrais la semaine passée. Souvenez-vous, c'est une invention, ce n'est pas une réalité. C'est simplement, j'ai mis en vert ici une trajectoire de régulation sur cette fameuse carte des linéages cellulaires de C. elegans, qui est la description intégrale de toutes les cellules qui font ce nématode, ce petit nématode. Et on a ici cette cellule cette cellule-là qui est poised, dans laquelle cet enhancer va être activé. Cette cellule-là va le désactiver. On va être en maintenance ici, désactivé ici, en maintenance, désactivé.
comment est-ce qu'on peut comparer entre ces différents états? Parce que, in fine, c'est ce qu'on aimerait faire. On aimerait avoir une population de cellules où l'enhancer est poised, une population de cellules suffisamment grande pour pouvoir travailler avec, où l'enhancer est activé, une population où l'enhancer est maintenu, une population où l'enhancer est décommissionné. C'est ça qu'il faudrait qu'on puisse obtenir. Autrement dit, non seulement qu'on puisse suivre où l'enhancer est actif, c'est important évidemment, mais où on devrait pouvoir suivre l'intégralité de ce qui se passe dans le linéage de la cellule qui a activé cet enhancer. Hein, c'est ce que vous voyez là en vert. On aimerait savoir ce qui se passe dans cette cellule-là, et dans cette cellule-là, et dans cette cellule tout en bas ici. Pas seulement dans les cellules qui activent l'enhancer. Autrement dit, on a besoin de comprendre l'intégralité de cette trajectoire de régulation des enhancers. C'est extrêmement compliqué à trouver des façons de le faire. Et je vais vous en montrer une. Donc, c'est cette publication qui a à voir avec le développement du bourgeon de membre. Et comme j'en avais déjà parlé, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de prendre cet exemple, qui est un exemple très intéressant, vraiment. On a au départ, sur le flanc, ici, à cette hauteur, une sorte de bourgeonnement qui va donner le futur membre, avec des cellules dans lesquelles un enhancer particulier, qui est un enhancer du gène SHOX2, dont je vais vous parler dans une minute, va être poised, prêt à être activé, mais pas actif. Et puis le membre va pousser et cet enhancer va être activé. Initiation, en bleu. Cet enhancer va continuer à fonctionner dans les parties osseuses, d'abord dans les modèles cartilagineux, puis les parties osseuses qui font la partie proximale du membre, donc la partie qui correspond à ce qu'on appelle le zeugopode, autrement dit le fémur dans les jambes et l'humérus dans les bras, alors qu'il va y avoir un decommissioning dans ces cellules rouges, hein, maintenance dans ces cellules bleues, et puis répression dans ces cellules noires. Alors comment suivre cela de façon dynamique? J'aimerais terminer cette leçon aujourd'hui en essayant de vous expliquer ce schéma d'expérience qui est intelligent, qui est bien fait, et qui donc concerne un gène qui s'appelle SHOX2. Alors c'est un gène qui est très connu parmi les généticiens humains. C'est un gène chez la souris qui est le gène orthologue d'un gène qui chez les humains s'appelle SHOX. Et c'est un gène, ce gène SHOX, qui est extrêmement intéressant, qui est en fait localisé dans ce que l'on appelle une région pseudo-autosomique, c'est-à-dire c'est une région sur le chromosome X, ou Y, dans ce cas particulier, le chromosome X, mais qui échappe à l'inactivation du chromosome X, dont certaines d'entre vous ont probablement suivi les cours de ma collègue Edith Heard. C'est une de ces régions du chromosome X qui fonctionne en fait de façon autosomale, comme un autre chromosome, qui n'est pas inactivé. C'est un gène qui est connu malheureusement par ses effets, c'est-à-dire c'est le facteur principal de la petite stature, ce qu'on appelle le short stature, de plusieurs syndromes qui sont très connus chez les humains, relativement courants en fait, le syndrome de Turner, le syndrome de Léry-Weill, le syndrome de Langer en fait. Dans tous les cas, ce sont des patients qui ont une taille de tronc qui est parfaitement normale. Donc si on mesure la colonne vertébrale, elle est parfaitement normale, mais dont les membres antérieurs et postérieurs, dont la longueur est réduite, principalement par une réduction des éléments proximaux. Et c'est dû à un gène qui s'appelle donc ce gène SHOX, et il y a quelques années, dans mon laboratoire par ailleurs, ce gène SHOX2 avait été isolé chez la souris, et la mutation de ce gène SHOX2 a donné, comme vous le voyez ici, une réduction vraiment sévère de l'humérus et une réduction très sévère ici du fémur. Et c'est à partir de ce moment-là où nous nous sommes dit, effectivement, ce gène SHOX2 chez la souris est l'équivalent de ce gène SHOX chez les humains.
Donc, c'est un gène sur lequel on peut travailler. Alors, le travail suivant ne vient pas de mon laboratoire, c'est le laboratoire de Guillaume André. Et ce qui a été fait, c'est la chose suivante. Ce gène SHOX, ici, il contient plusieurs enhancers en amont qui tous ont une expression un peu différente dans la partie proximale des membres. Vous voyez ici, par exemple, en bleu, un enhancer qui est exprimé très fortement dans la partie proximale. Et l'idée, c'est d'utiliser un de ces enhancers pour établir cette trajectoire de régulation. Alors, comment ces auteurs ont fait ce travail? C'est à la fois simple et compliqué. C'est un système qui est basé sur deux composants. Ne soyez pas effrayés par ces schémas. Le premier composant, c'est une fluorescence jaune qui est introduite dans un locus, ici, dans un gène qui s'appelle ROSA26 chez la souris. Peu importe, c'est un gène qui est exprimé de façon relativement civilisée partout. Donc c'est un endroit qui est souvent utilisé lorsque l'on veut introduire quelque chose qui fonctionne. Et donc on a ce gène de fluorescence qui est introduit avec un site accepteur d'épissage au sein de ce gène ROSA26. Autrement dit, c'est simple, on a des cellules ES dans lesquelles on a de la fluorescence qui est produite par le gène ROSA26. Sauf que la fluorescence n'est pas produite parce que entre la fluorescence et le site accepteur, ces auteurs ont mis un signal stop. Ce signal stop, c'est en fait 3 copies d'un signal que l'on trouve chez le virus SV40, on revient à ce virus SV40, qui est une terminaison de la transcription. C'est une séquence qui dit, quand on arrive dans cette séquence, on arrête, on ne transcrit plus. Et donc cette fluorescence n'est pas transcrite. D'accord? Mais vous voyez que ce signal stop est flanqué de 2 petits triangles noirs qui sont en fait des sites reconnus par une recombinase. Si vous donnez de la recombinase à cette cellule, ces sites vont s'apparier, faire une boucle, recombiner, la boucle s'en va. Dans ce cas-là, la boucle, c'est le signal stop. Donc, quand vous donnez de la recombinase à cette cellule, le signal stop s'en va, et donc on fait de la fluorescence. D'accord? Donc ça, c'est une partie du système. Des cellules qui ont la capacité de faire de la fluorescence, mais seulement s'il y a de la recombinase. S'il n'y a pas de recombinase, elles ne font pas de fluorescence. Voilà. L'autre partie du système, c'est ce que vous voyez sur la gauche, c'est une cassette qui est introduite juste à côté du promoteur de SHOX2 avec une fluorescence rouge, cette fois, et à côté, le gène de la recombinase. D'accord? Ce gène de la recombinase, il est séparé de la fluorescence par cette petite séquence que vous voyez là, P2A, qui est un peptide qui, lorsque vous le mettez entre 2 séquences protéiques, va couper ces 2 séquences protéiques et faire 2 protéines. Autrement dit, plutôt que d'avoir une très grande protéine, dans ce cas-là, fluorescence rouge plus recombinase, vous avez fluorescence rouge plus recombinase, c'est processé, c'est coupé, et donc vous avez de la fluorescence rouge et de la recombinase. D'accord? Voilà. Donc le système est relativement simple. Lorsque SHOX2 est activé, vous allez avoir le contact d'un enhancer qui, souvenez-vous, est à proximité de ce gène, va activer cette cassette de la même façon qu'il va activer SHOX2, puisqu'elle est placée juste à côté du promoteur de SHOX2
Donc elle va repêcher l'activité des enhancers. On va fabriquer de la fluorescence rouge et on va fabriquer de la recombinase. La recombinase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller recombiner dans la même cellule ce signal stop. Donc elle va activer de la fluorescence jaune. D'accord? Cette fluorescence jaune, elle est activée pour le reste du linéage de cette cellule, puisqu'on ne peut jamais remettre le signal stop. D'accord? Donc, même quand ce signal-là va s'arrêter, même quand l'enhancer va s'arrêter, cette fluorescence jaune va continuer dans le linéage cellulaire, parce qu'il est dans ce locus rosa 26 et rien ne va l'arrêter. D'accord? Donc là, on a un système qui permet deux choses, qui permet de voir où fonctionne un enhancer particulier, fluorescence rouge, et quelles sont les cellules qui dérivent de cellules dans lesquelles cet enhancer a fonctionné. Hein, souvenez-vous de C. elegans, donc toutes ces cellules sur la droite qui ne fonctionnent plus avec cet enhancer, mais qui dérivent d'une cellule en amont, qui, elle, avait activé cet enhancer. D'accord? Donc on a en fait ce schéma où on a ici activation de l'enhancer, c'est uniquement rouge et pas encore jaune. Pourquoi? Parce qu'il va quand même falloir quelques divisions cellulaires pour que la recombinase ait déguillé le signal stop. Donc on va avoir un peu de rouge avant d'avoir du jaune. D'accord? Mais très rapidement, on va avoir des cellules qui vont être fluorescence rouge, fluorescence jaune, parce que ce sont des cellules dans lesquelles l'enhancer fonctionne et le signal stop a été enlevé. Par contre, on arrive ici à ce point où on stoppe la fonction de l'enhancer dans ces cellules-là. Ces cellules vont continuer à être fluorescentes en jaune, mais ne seront plus fluorescentes en rouge. D'accord? Et puis ici, on va continuer à avoir une fluorescence jaune-rouge, jaune-rouge. Alors pourquoi c'est important? Parce que on peut trier ces... on peut imaginer un système avec des fluorescences multiples, hein, pour avoir d'autres types. On peut le faire. Mais ça permet de trier ces cellules. Ça permet d'avoir des populations de cellules, par exemple, de comparer ce qui se passe ici avec ce qui se passe ici, en termes de structure de la chromatine, en termes de est-ce qu'il y a des contacts, est-ce qu'il n'y a pas de contacts, est-ce que l'enhancer est transcrit, est-ce que l'enhancer n'est pas transcrit, etc. Parce qu'on va avoir des populations de cellules relativement pures, triées par la fluorescence, dans lesquelles une différence importante sera l'enhancer fonctionne, l'enhancer a fonctionné. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vous montre juste un dernier exemple là du résultat de ce travail avec simplement, concentrez-vous peut-être juste sur cette partie-là, ça suffira. C'est la partie proximale du membre. Hein, et on voit très bien ici qu'en jaune, on commence à rentrer dans la partie distale du membre. Ici, c'est le domaine de Shox2 que vous voyez là, ici, le domaine de Shox2. Vous voyez le domaine en rouge. Par contre, en jaune, vous voyez cette extension-là dans la partie distale que vous ne voyez pas en rouge. Pourquoi? Parce que Shox2 travaille dans la partie proximale, pas dans la partie distale. Donc, les cellules qui vont continuer à envahir la partie distale, elles éteignent le gène Shox2. Et on le voit en rouge, il ne fonctionne plus. Par contre, ces cellules-là dérivent de cellules qui ont exprimé Shox2. Pour une raison qui n'est pas encore bien comprise, il semble que ce gène ne doit pas être exprimé dans la partie distale. Donc on va l'arrêter, on va décommissionner les enhancers au moment où ces cellules vont
continuez à pousser pour rentrer, pour faire l'avant-bras, pour faire la main, et on voit très bien ça ici. À partir de là, on peut prendre ces cellules, prendre ces membres, les mettre dans un cell sorter, trier les cellules fluorescentes en rouge, en jaune, et comparer. Comparer ce qui se passe sans être parasité par toutes ces autres cellules négatives qu'on a autour. On aura une population de cellules relativement pures voilà, je vous montre ici un agrandissement. Hein. Vous voyez ici la partie proximale, et là on rentre dans la partie distale avec ces cellules qui n'est pas fluorescente en rouge, qui n'est fluorescente que en jaune. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va discuter de deux choses, des méthodes beaucoup plus actuelles pour attaquer ces séquences enhancers à haut débit, autrement dit toutes les approches de nature épigénétique. J'en ai déjà discuté dans des cours précédents, donc on va passer assez rapidement. Et puis on va attaquer des exemples, des cas de figure de publication qui ont été publiés en 2024 et en 2025 et qui montrent à quel point ces séquences enhancers sont utiles aujourd'hui dans la régulation de ces gènes. Je vous remercie.